Ici Paris, capitale du Congo libre. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Autant de courage, la victoire est affaire d'intelligence. Peuple congolais civilisé, pour la énième fois, je me fais le devoir de partager avec vous, qui avez soif de vérité, les belles feuilles de l'ouvrage Crime de sang et pouvoir au Congo-Brazzaville, une œuvre historique du président de la commission ad hoc assassinat de la conférence nationale souveraine, M. Albert Roger Massema, d'heureuse mémoire. Le chapitre de ce soir, la mort du camarade Marien Gouabi. Sans plus tarder, je cite. L'imposture judiciaire. De combien de membres est en réalité composé le commando de Kikatidi, dont on tout fixe le nombre à 4, tandis que la version officielle parle de 5 hommes. Quelle est la première personne que Ontou reçoit à la fin de la fusillade? Est-ce le lieutenant Sibali, dont il ne parle même pas dans ses aveux, mais qui affirme être le premier à avoir pénétré la résidence présidentielle et qu'Ontou, qui tirait en l'air, lui aurait dit que le commando était à l'intérieur? Ou est-ce le capitaine Okemba qui dit y être arrivé bien après? D'où vient réellement le fils Ngouabi que Mvuka prétend être allé se laver dans la piscine, que Sibali voit arriver près du corps de son père, mais que Ontou reçoit de la voix goudronnée? Qui aurait donc informé réellement Ngouabi de l'arrivée de Kikatidi? Ontou ou Péa? Car si la version officielle que Okamba et Kyangila semblent conforter, prétendre que c'est Ontou, les aveux de l'intéressé et le témoignage de Mvuka Germaine avancent plutôt que c'est Péa qui l'aurait fait, mais en parlant du capitaine Motondo. Ce même Péa que Okamba ne voit accourir qu'au moment où la fusillade est déjà engagée. Pourquoi Péa parlerait-il de l'arrivée de Motondo à Ngouabi, alors que Kikatidi, selon Kyangila, aurait dit qu'il venait de la part d'Hakim? Et pourquoi à ce sujet, Okamba déclare-t-il que Kikatidi aurait prétendu venir rendre compte au commandant en chef d'une mission? D'où Kyangila observe-t-il la scène qu'il raconte si allègrement, dans la mesure où Mvuka Germaine ne parle que de la présence de Kikatidi et de 2 militaires mal habillés? Relevons aussi que Mvuka affirme que l'un des 2 militaires tenait une arme et que le président la lui aurait demandé avant de chercher à la lui arracher. Tandis que Kyangila avance que le président s'était aperçu que Mienakou avait quelque chose dans sa poche et avait tenté de s'en saisir, et que les aveux de Ontou et la version officielle des faits notent que les 3 hommes s'étaient rués sur le président dès qu'il avait pénétré dans le secrétariat. Soulignons aussi cette incohérence entre la version officielle qui a prétendu que Kikatidi aurait été installé seul dans la salle d'attente, tandis que les autres avaient été reçus au secrétariat, assertion que la déclaration de Mvuka conteste et à laquelle ni Konza ni Kyangila ne font allusion. Pourquoi Okamba ne remarque-t-il pas que, mis à part Kikatidi, les autres membres du groupe sont débraillés, et pourquoi préfère-t-il aller au magasin d'armes à 100 mètres alors qu'ayant flairé du louche, il aurait dû rappliquer dans la résidence afin d'intervenir ne serait-ce qu'avec son pistolet en cas de danger? Peut-on honnêtement imaginer que Marien Gouabi pouvait se laisser entraîner par 2 civils, quelques fuient leur gabarit, au point de ne pouvoir se défendre? D'autant plus qu'à en croire Germaine Mvuka, Péa lui avait apporté son aide. Comment croire qu'un groupe d'hommes venus pour agresser le président et qui le trouvent en plein repas ait préféré s'installer copieusement dans des fauteuils et attendre que ce dernier finisse tranquillement son repas alors qu'ils avaient là une occasion propice pour le surprendre? La mise en scène a été trop grotesque et imparfaite. Et Germaine Mvuka l'a renie implicitement, puisqu'à la question subsidiaire de savoir quelle avait été la réaction de ces 2 militaires lorsque le président serait rentré au secrétariat, elle a répondu.
Lorsque le président est entré, les membres du commando ont pris peur. Ils allaient fuir. C'est donc à croire que dans le même intervalle de temps, ils se soient ressaisis au point d'agresser le président. Autre chose, comment le corps de Marie Ngouabi se serait-il retrouvé à côté de celui de ces deux agresseurs alors que le président s'était, semble-t-il, débarrassé d'eux sur le perron et qu'il aurait été abattu par Onchou pendant qu'il se dirigeait vers le garage à la poursuite des deux autres membres du commando. Sans doute, monsieur le président avait-il jugé nécessaire de s'encombrer dans sa course des deux cadavres de ses agresseurs. Toutes ces contradictions, le procureur de la République ne pouvait les voir. Et comment pouvait-il en être autrement? Du moment que les inculpés avouaient avoir formé un groupe de prière pour reprendre le pouvoir sans effusion de sang, que certains de ces hommes s'étaient retrouvés à l'état-major et que ces aveux devaient servir à la nouvelle camarilla dirigeante à finir avec les indécotrables du Sud, singulièrement du Poul. Pourquoi le procureur se serait-il préoccupé de preuves superflues ou même d'écarter les contradictions grossières, les anachronismes et les absurdités du dossier? Au cours du procès de janvier 1978, qui soit dit en passant, ressemblait singulièrement au procès de Moscou sous Staline, dont le but principal était de faire avouer aux accusés des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Le procureur Jacques Okoko, subjugué par la haine tribale, en faisant du cadavre de Ngouabi un véritable capital, n'a pas seulement été sans scrupule. Il a aussi été sans talent, remplaçant presque toujours les arguments et les preuves par l'invective. Foulant aux pieds les principes généraux du droit, monsieur le procureur, qui a été à la fois juge d'instruction, chef d'accusation et véritable président des débats, allant jusqu'à menacer certains témoins dont les dépositions ne s'orientaient pas vers le groupe Massamba Débat, a entravé sciemment la marche de la justice et gravement hypothéqué la manifestation de la vérité. Tel a été ce gardien de loi qui a fini par mentir officiellement en allant jusqu'à insinuer et faire admettre dans son réquisitoire que les corps de Mienyakou et Koudissa avaient été retrouvés dans le secrétariat de la résidence présidentielle et que la veuve Céline Ngouabi aurait assisté au drame. Or, non seulement cette dernière nie avoir assisté à la scène, mais encore estime que la raison invoquée par le procureur pour ne pas avoir requis son témoignage public est purement fallacieuse. Car étant à terme de sa grossesse en mars 1977, elle avait déjà accouché en janvier 1978, au moment où s'est ouvert le procès et pouvait bien s'y présenter. Pendant la journée du 18 mars 1977, a déclaré la veuve Ngouabi, j'étais en grossesse, presque à terme. Je n'étais pas en bonne santé, j'étais encore allongé au lit jusqu'aux environs de 12 heures parce que je ne me sentais pas bien. Je suis descendu à la cuisine, puis je suis allé dans la salle de séjour pour attendre mon époux. Me sentant toujours mal, je suis remonté dans ma chambre pour essayer de m'allonger. Quelques instants après, je me suis endormi. Puis, j'ai entendu mon fils aîné au téléphone me souhaitant bonne sieste de la part de son père. Et il a ajouté que ce n'était pas la peine que je descende. J'ai dit à mon fils de dire à son père que je ne me sentais pas très bien. Après, à un moment donné, j'étais réveillé par des coups de feu. Ce à quoi je ne m'attendais pas, car il y avait du calme. Après le coup de feu, ma soeur est venue toquer à la porte pour m'informer que ça n'allait pas. Comme je n'avais qu'un jupon sur moi, j'ai pris le pagne qui était à côté pour m'habiller et je suis descendu. Les marches des escaliers m'ont provoqué des douleurs et je ne suis donc descendu que pas à pas. Arrivé au rez-de-chaussée, j'ai vu des cadavres à la porte d'entrée. Je suis allé à la recherche de mon mari à l'intérieur de la maison.
Je suis allé à son bureau en passant par le secrétariat. Il n'y avait personne. Je suis descendu partout pour le chercher. Il n'y avait personne. Je suis alors remonté à l'étage. Je me suis dirigé vers la chambre des grands enfants. J'ai ouvert les persiennes car ça tirait. J'ai vu mon fils aîné à côté d'une voiture et je lui ai demandé ce qui se passait. Je n'ai pas bien compris la réponse de l'enfant. Je suis venu après dans la chambre des petits-enfants. Je les ai pris afin qu'on puisse descendre tous au rez-de-chaussée. En descendant, j'ai vu le lieutenant Ewolo qui nous mettra dans une voiture et nous amènera au camp 15 août. Tout le long du trajet, je demandais au chauffeur où se trouvait mon mari. Il me demandait simplement de rester calme, comme me l'avait dit le lieutenant Ewolo. J'étais obligé de menacer le chauffeur de sauter de la voiture s'il ne me disait pas la vérité. Nous sommes allés à l'hôpital militaire et là-bas, on m'a montré où se trouvait mon mari. Je suis resté quelques instants à côté de lui et les gens sont venus me chercher pour me mettre en observation à cause de mes douleurs. Bien qu'elle ne contienne qu'une part de vérité, cette version des faits confirme cependant que le procureur a usé de faux. Les aveux des 10 suppliciés obtenus en plusieurs phases successives ne constituaient pas des preuves irréfutables et ne pouvaient par conséquent établir de manière irréfragable leur culpabilité. Mariam Wabi n'est pas mort à 14h30, encore moins à l'état-major. Ce témoignage de la veuve en apporte une preuve supplémentaire. Car, comment croire que cet homme, que tous les hagiographes ont présenté comme très affectueux, aurait-il pu se précipiter à table alors que sa femme, à terme d'une grossesse, ne se sentait pas bien? N'est-il pas sûr que s'il était chez lui, son premier réflexe aurait été de monter s'enquérir de l'état de santé de son épouse avant de passer à table? En tout cas, manger pouvait bien attendre encore quelques minutes. Il est donc clair que la fantasmagorie judiciaire de mars 1977 et de janvier 1978 n'a pas été une erreur judiciaire, mais une imposture consciente dont les premiers responsables ont été Yombi et Sassou Nguesso. Fin de citation. Voilà. Maintenant que tout est mis au clair, il revient à la justice de prendre les choses en main pour châtier tous ceux qui ont été les vilains petits canards de la tragédie congolaise qui minent la cohésion nationale, qui freine le développement du Congo. Tant que justice ne sera pas faite, le Congo sera un pays où règne l'incurie, la cupidité, l'infamie. Le Congo de Youlou et de Opango est devenu, par la faute d'un tyran assoiffé de pouvoir, soutenu par son clan de kleptomanes, un tas d'immondices, un monde de barbares, de faussaires. C'est à en mourir de honte. Il y a de quoi regretter d'être congolais au même titre que ces criminels. Vains les colériques par le calme, les méchants par la bonté, les avares par la générosité, les menteurs par la vérité. Une citation de Bouddha. Excellente fin de soirée au peuple congolais civilisé. À très bientôt.